Pour commencer. Euh, Bonjour à toutes et tous et merci d'être présentes et présents pour cette conférence de presse bilan de la campagne Engagement Animaux 2024. Donc là, on va se donner 1 heure, 30 minutes de présentation. Donc on aura 8 intervenants de différentes ONG, donc CAP, CWF France, Wellfarm, l'OABA, 4 Pattes, Code Animal, la Fondation Brigitte Bardot et la LFDA. Euh, et donc, on aura ensuite 30 minutes de questions-réponses. Donc, je m'appelle Melvin Joss, je suis directeur de CAP, Convergence Animaux Politiques, et je vais commencer par une courte introduction. Et ensuite, donc, on détaillera quelques grands enjeux pour la condition animale sur la mandature à venir au niveau européen et les solutions qui sont proposées dans le manifeste que l'on porte auprès des candidats. Et ensuite, on passera en revue les engagements pris par les candidats et on terminera sur une analyse des dynamiques politiques autour de la condition animale. Et donc, c'est Louis Schweitzer pour la LFDA qui conclura. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en précisant votre nom et votre média. Et on y répondra donc suite aux interventions. Donc, Engagement Animaux, c'est une campagne initiée par CAP en 2022 pour faire s'engager les candidats aux élections présidentielles et législatives. Donc, c'est une campagne qui regroupe 29 ONG de protection animale. En 2022, on avait réussi à faire s'engager 8 candidats à la présidentielle et 410 aux législatives, ainsi que 9 partis pour les législatives. Et la campagne avait permis donc des prises de position nouvelles pour plusieurs forces politiques. On avait eu notamment un engagement assez fort du PS, qui était quelque chose de plutôt nouveau, et on avait des forces traditionnellement plus alliées qui s'étaient aussi engagées sur de nouvelles mesures. Donc, par exemple, Jean-Luc Mélenchon sur la corrida, pour donner que cet exemple-là. En 2024, on s'est associé à Eurogroup for Animals pour porter en France le manifeste Vote for Animals, qui est promu dans tous les États membres. Et donc, c'est un manifeste qui comporte 10 thématiques et 33 mesures qui se veulent pragmatiques et atteignables. Cette campagne, elle prend place alors que l'Union européenne s'est récemment montrée moins volontariste. Pardon, excusez-moi, je me rends compte que je ne vous ai pas partagé le PowerPoint. Voilà, donc là, vous aviez les candidats engagés en, en 2022. Donc je disais, voilà, cette campagne, elle prend place alors que l'Union européenne s'est montrée moins volontariste sur les problématiques qu'on porte et en particulier, donc on y reviendra dans les interventions suivantes, la Commission s'était engagée à présenter une réforme ambitieuse des conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Or, cette réforme, elle tarde à voir le jour et elle semble menacée pour la mandature à venir. On a aussi d'autres signaux négatifs qui ont été récemment envoyés, notamment sur la protection du loup. Et donc, le résultat des élections et les engagements pris dans le cadre de la campagne par les candidats seront déterminants pour que l'UE puisse rester un moteur des avancées pour la condition animale sur le continent européen. Par ailleurs, en France, la récente crise agricole a pesé dans les débats autour des questions qu'on porte. Certains acteurs politiques faisant la promotion de réponses qu'on juge, nous, mauvaises, à un malaise qui est réel et légitime. On sent aussi que ça fragilise les voix de nos alliés au sein des forces politiques, alors que ça renforce les tenants du statu quo. Euh, et donc, en cela, on se félicite d'un taux d'engagement des principales listes de gauche qui reste constant par rapport à 2022. Donc, ce qui est quand même notable. Par contre, on s'inquiète d'une droite qui semble se désintéresser encore un peu plus de ces enjeux, même si, et ça, donc, Lorraine Jacquet et Louis Schweitzer y reviendront en fin d'intervention. On a appris hier, on a une promesse d'engagement du côté de la liste Renaissance, donc on attend de voir l'engagement euh, réel, mais c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce contexte-là. Donc, je vais passer maintenant la parole à mes collègues qui vont vous exposer certains des grands enjeux de la mandature à venir, à commencer par Agathe Gignoux pour CIWF France. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Melvin. Je suis Isabelle Genio, responsable plaidoyer pour CILOF France. Donc, CILOF, ONG dédiée au bien-être des animaux d'élevage. Et donc, je vais parler des enjeux liés aux conditions de vie des animaux d'élevage. Comme le disait Melvin, le sujet des animaux d'élevage sera au cœur du prochain mandat des nouveaux élus français au Parlement européen. Avec la crise agricole depuis plusieurs mois et
en fin d'année, la Commission européenne a mis en place un dialogue stratégique sur le futur de l'agriculture pour compléter le travail initié dans le cadre du Green Deal avec la stratégie Farm to Fork. Ce dialogue et ces outils intègrent les enjeux ayant trait à l'élevage et à son avenir. Donc, nous avons plusieurs propositions de règlement qui sont attendues à l'agenda européen. Des textes majeurs comme la loi cadre sur les systèmes alimentaires durables, mais aussi celles relatives à l'étiquetage du bien-être animal seront examinées. Et on a vu que la France a de nombreux enjeux à défendre ici. Vous l'avez récemment suivi pour certains d'entre vous avec l'avis de l'ANSES, la loi d'orientation agricole, la question de la réciprocité des normes. Donc, ce sont des enjeux importants. Le paquet bien-être animal devra aussi comprendre une proposition d'interdiction de l'élevage en cage. Et cela fait suite à l'initiative citoyenne européenne pour une nouvelle ère sans cage qui a rassemblé en 2020 près de 1,4 million de signatures et qui a amené la Commission européenne à s'engager en 2021 à présenter une réglementation visant à éliminer l'élevage en cage en Europe. Quels sont les enjeux en France pour les députés français prochainement élus, pour la France et pour les députés français prochainement élus? En France, il faut, je rappelle, et c'est indiqué sur les slides, 68 millions d'animaux passent une partie, voire la totalité de leur vie en cage. La France se classe 15e des pays européens en ce qui concerne l'utilisation des cages. Et cette utilisation, c'est notamment le cas pour 95% des lapins, 90% des truies, et encore 18 millions de poules pondeuses qui doivent subir un des pires systèmes d'élevage intensif. Mais on a de nombreuses alternatives qui existent à la cage en particulier et aux pires pratiques d'élevage. Et les filières elles-mêmes entament des transitions sur la question des cages, comme on l'a vu sur la filière poule pondeuse depuis un certain nombre d'années, mais plus récemment sur la filière porcine. Et puis également, les scientifiques alertent et encouragent vers cette transition hors cage. C'est le cas de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a publié plusieurs rapports d'expertise scientifique l'année dernière, justement en prévision de l'évolution de cette réglementation, et qui recommande l'arrêt des cages. Donc, d'un point de vue économique et social, les éleveurs français sont les perdants de la course à l'industrialisation de l'élevage par le maintien de pratiques comme l'élevage en cage, notamment face aux pays européens à plus faible revenu, qui sont aujourd'hui ceux desquels on importe. Il y a un enjeu de compétitivité à rattraper le retard sur la transition hors cage pour valoriser les productions alternatives. Et c'est le cas de plusieurs pays européens comme l'Allemagne, premier producteur de porc en Europe, je le rappelle, où est entrée en vigueur depuis 2021 une interdiction des cases de gestation, des cases de mise bas pour les truies, pour les nouveaux bâtiments et progressivement pour les installations existantes. Donc c'est assez majeur comme pas qui a été franchi par l'Allemagne et d'autres pays en Europe. L'enjeu, il est également sociétal, parce qu'il y a un gouffre de plus en plus grand qui se creuse entre les décisions politiques et les avis des citoyens. Je rappelle le chiffre de l'Eurobaromètre, le dernier Eurobaromètre, une écrasante majorité, 94% des Français sont favorables à l'interdiction des cages pour les animaux. Il s'agit de sortir d'un système qui ne correspond plus aux attentes sociétales, mais plus non plus aux contraintes environnementales, géopolitiques, et de donner des perspectives d'avenir et une meilleure valorisation du travail des éleveurs. Donc, ça rassemble l'ensemble de ces enjeux. Et pour y répondre, nous avons proposé aux candidats de s'engager à relever les standards de protection des animaux d'élevage, qui datent depuis 20 ans, qui sont dépassés, d'améliorer tout particulièrement les conditions de vie des volailles, de n'oublier aucune espèce, qui ne sont pas toutes couvertes par la réglementation, et de soutenir une Europe sans cage d'ici 5 ans, notamment en réformant la politique agricole commune pour soutenir ces transitions. Voilà pour ce qui concerne la partie d'élevage. Je vais passer la parole à Lauriane Charles qui va nous parler des enjeux européens relatifs au transport. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Lauriane Charles, chargée des campagnes et des affaires juridiques pour Wellfarm. Et donc, comme l'a dit Agathe, je vais parler des enjeux européens liés au transport d'animaux. La législation actuelle qui protège les animaux en cours de transport aura 20 ans cette année. Sa révision dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table devait notamment permettre une mise en conformité avec les dernières études scientifiques. Mais malgré la publication de la proposition de révision du règlement de la Commission européenne en décembre 2023, la présidence belge du Conseil de l'Union européenne a choisi de retarder le travail sur cette proposition. Le texte sera donc discuté par les prochains eurodéputés. Si la proposition de la Commission présente des avancées, elle ne permet pas de garantir totalement le respect du bien-être animal et ne suit que pour partie les recommandations de l'EFSA, pourtant mandatée spécifiquement dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table. Parmi les insuffisances, on peut pointer le fait que le temps de transport des animaux par voie maritime ne soit pas pris en compte dans le temps de transport total.
On peut aussi pointer que si la durée maximale de voyage pour les animaux en direction de l'abattoir est limitée à 9 heures, elle reste de 21 heures maximum pour les animaux transportés à des fins d'engraissement ou de reproduction. De façon générale, le texte proposé édicte des grands principes, mais ces grands principes ne sont pas suffisamment opérationnalisés, et notamment pour le transport d'animaux aquatiques. Également, le texte ne propose pas d'interdire les exportations d'animaux vivants vers les pays tiers. Ainsi, nous demandons à travers notre manifeste un soutien en faveur de la réduction des temps de transport, quelle que soit la finalité du trajet. Selon le dernier Eurobaromètre, ce sont 83% des Européens qui considèrent que le temps de transport au sein et en provenance de l'Union européenne devrait être limité. On demande également d'instaurer des limites strictes de température, de protéger les animaux vulnérables comme les femelles gravides ou les veaux non sevrés, et de promouvoir des alternatives, comme par exemple préférer les exportations vers les pays tiers de viande et de carcasses au transport d'animaux vivants, puisqu'il est à la fois meilleur pour le bien-être animal et pour l'environnement. Et l'exemple du Royaume-Uni, qui a récemment adopté une loi mettant fin à l'exportation d'animaux vivants, est à suivre. Il est donc important que les parlementaires européens s'engagent sur le sujet pour inclure dans le texte des mesures qui protègent véritablement les près de 1,4 milliard d'animaux d'élevage transportés dans l'Union européenne et exportés vers des pays tiers chaque année, et de permettre une réglementation plus ambitieuse. Et je vais donc passer la parole à Jérémy Freund de l'OABA pour la suite. Frédéric, alors, je me permets de Oui, corriger, du coup, c'est pas Jérémy, c'est Frédéric. voilà. Vous Ouais, c'est m'entendez, bon. c'est bon? Ah, Pardon, parfait. Ouais. Frédéric. Voilà, pas de souci. Oui, bonjour. Donc, Frédéric Freund, directeur de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, sur cette thématique de l'abattage, puisque la Commission européenne n'a pas publié sa proposition de règlement en matière d'abattage comme elle s'était engagée à le faire. Toutefois, interrogée par un député européen, la Commission européenne a répondu le 14 mars dernier que la révision de cette réglementation liée à l'abattage et à l'étiquetage est toujours en cours d'élaboration. Donc, plus de 15 ans après l'adoption du règlement actuellement en vigueur, les députés nouvellement élus auront donc pour mission d'examiner et d'amender la proposition de nouveaux textes afin d'améliorer concrètement la protection animale en abattoir. Parmi les nombreux sujets à traiter, trois ont retenu particulièrement notre attention. Tout d'abord, l'abattage sans étourdissement pour les rites religieux, puisque, vous le savez, les autorités scientifiques s'accordent pour reconnaître l'extrême douleur ressentie par les animaux lors de l'égorgement. L'interdiction d'une telle pratique est déjà effective dans plusieurs pays de l'Union européenne et le nouveau règlement européen pourrait imposer une technique d'étourdissement réversible lors de ces abattages rituels, sans que cela ne viole la liberté religieuse des consommateurs juifs et musulmans, comme l'a reconnu expressément la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 13 février 2024. Deuxième sujet qui nous tient également particulièrement à cœur, l'abattage des femelles gestantes. La réglementation européenne actuelle interdit le transport des femelles gestantes au-delà de 90% du temps de leur gestation, tout en gagnant à être révisée dans la réglementation transport. Cette disposition ne trouve aucun écho en matière d'abattage. Le règlement actuellement applicable, relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, n'aborde absolument pas la situation des femelles gestantes. Or, selon l'EFSA, 3% des vaches laitières, 1,5% des vaches allaitantes, 0,5% des truies, 0,8% des brebis et 0,2% des chèvres dans l'Union européenne sont abattues au cours du dernier tiers de leur gestation. Interdire l'abattage de femelles gestantes au-delà des 2 tiers de leur temps de gestation est donc une mesure éthique qui nous semble indispensable pour améliorer la protection animale en Europe. Les répercussions d'une telle interdiction seraient d'ailleurs économiquement peu importantes, compte tenu du faible nombre d'animaux concernés, confère donc le rapport de l'EFSA. Notons d'ailleurs que cette interdiction pourrait se calquer sur la législation allemande qui, depuis 2017, interdit l'abattage des femelles gestantes lors du dernier tiers de leur gestation. Enfin, dernier sujet à aborder, l'abattage des volailles par bain d'eau électrisé. Le règlement 1099/2009, actuellement applicable, mentionne 2 avis de l'EFSA sur le bien-être animal.
deux avis qui préconisent depuis 2004, donc ça fait 20 ans, l'abandon progressif de l'étourdissement des volailles par bandeau électrisé. Et selon l'avis de l'EFSA, il est nécessaire de développer des méthodes alternatives à l'étourdissement électrique des volailles par bain d'eau, car cette technique, je cite, nécessite une manipulation et un accrochage extrêmement stressant et douloureux pour les volailles vivantes. Pour autant, pour des considérations économiques, cette recommandation relative à l'abandon progressif de l'électronarcose par bain d'eau des volailles n'a toujours pas été suivie. Il est temps que le nouveau règlement européen interdise à brève échéance cette technique d'étourdissement, puisque des solutions alternatives existent, notamment l'étourdissement gazeux, et sont déjà appliquées dans plusieurs abattoirs européens. J'en ai terminé pour cette thématique et je passe la parole à ma collègue Nikita Bachelard pour les animaux de compagnie. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nikita Bachelard, responsable du pôle programme chez Quatre Pattes. Alors, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre les animaux de compagnie et l'Union européenne. Eh bien, sachez déjà qu'il n'y a pas moins de 73 millions de chiens et 84 millions de chats sur le territoire européen. Alors, parmi eux, il y a mes deux chats qui sont actuellement affalés sur le canapé, en train de récupérer de leur sortie matinale. Ils sont plutôt chanceux. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'une grande partie des autres chiens et chats sur le territoire de l'Union. En effet, nombreux sont ceux qui sont hébergés dans des conditions peu enviables. Des chiots et des chatons font l'objet d'un commerce illégal aux mains d'éleveurs peu scrupuleux. Ce trafic a d'ailleurs explosé avec l'avènement de la vente en ligne qui représente aujourd'hui environ 60% de toutes les ventes de chiens et de chats dans l'Union européenne. Au total, la Commission européenne évalue à 1,3 milliard d'euros par an le commerce de chiens et de chats. Alors, ces conditions d'élevage et de commerce ont un vrai impact sur les animaux. Stress, problèmes de santé, des femelles qui sont épuisées par la reproduction, des chiots et des chatons qui sont mal sociabilisés, ce qui peut entraîner des troubles du comportement, puis des abandons, voire des euthanasies. Donc, face à cette réalité, l'Union européenne a un véritable rôle à jouer. La Commission européenne a publié fin 2023 une proposition de règlement sur le bien-être et la traçabilité des chiens et des chats. Elle établit des règles de protection des chiens et des chats dans les élevages, les animaleries et les refuges. Alors, par exemple, ça va être ne pas laisser les animaux enfermés dans des boxes de façon permanente et interdire aussi la coupe des oreilles et de la queue. Pour lutter contre le trafic, la Commission propose également l'identification obligatoire des chiens et des chats, ainsi que le fait que les annonces de vente en ligne soient vérifiées avant d'être publiées. Ces dispositions-là, elles existent déjà dans la loi française, mais l'enjeu, c'est d'harmoniser les règles entre tous les États membres de l'Union et également d'imposer ces règles aux pays tiers, où il est vrai, des fermes à chiots et chatons pullulent et ils sont vraiment élevés dans des conditions abominables et ensuite importés sur le territoire de l'Union. Donc, dans le cadre de notre campagne, nous avons demandé aux candidats aux élections européennes de s'engager sur des mesures pour renforcer la proposition de règlement de la Commission. Par exemple, faire en sorte que le règlement s'applique à tous les éleveurs, animaleries et refuges sans exception. Également, rendre l'identification obligatoire pour tous les chiens et les chats, y compris les animaux errants. Et enfin, interdire les pratiques d'élevage extrêmes comme la reproduction d'animaux hypertypes. Donc, ce sont par exemple les animaux brachycéphales qui ont le nez écrasé. Je vous ai mis un petit exemple sur le PowerPoint. Donc, les eurodéputés qui seront élus prochainement devront examiner ces nouvelles règles et les voter dans les premiers mois de leur mandat. C'est donc crucial qu'ils soient le plus nombreux possible à soutenir une meilleure protection des animaux de compagnie. C'est tout pour moi et je passe désormais la parole à Alexandra Morette. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandra Morette, la présidente de l'association Code Animal et on travaille sur la captivité des animaux sauvages dans le divertissement. Aujourd'hui, le trafic des animaux sauvages représente la 4e activité transnationale illicite au monde. Cette activité génère plusieurs milliards de dollars et représente un véritable danger pour la faune sauvage et l'environnement. En ce sens, en novembre 2022, la Commission européenne a publié un nouveau plan d'action contre le trafic des animaux sauvages. Et ce nouveau plan d'action couvre la période 2022 à 2027. Il sera donc révisé pendant le prochain mandat. Bien que le premier plan d'action publié déjà en 2016 avait été une avancée en termes de lutte contre le trafic faunique, son évaluation a révélé que l'Union européenne
que l'Union européenne et les États membres devaient intensifier leurs efforts pour relever les nouveaux défis émergents, notamment la propagation des maladies zoonotiques, comme le Covid, facilitée par le commerce des animaux exotiques ou encore l'accroissement du commerce en ligne. Il est également important de noter que dans ce nouveau plan d'action, donc publié en 2022, la Commission européenne s'engage à évaluer la faisabilité de nouveaux dispositifs destinés à mieux encadrer le commerce d'espèces sauvages, notamment à travers l'instauration d'une liste des animaux de compagnie exotiques autorisés au sein de l'Union européenne. Cette liste est dite la liste positive, et en France, le principe de liste positive avait été notamment appliqué dans la loi de novembre 2021. À noter que lors d'un événement organisé au Parlement européen en mars 2023, les députés européens se sont prononcés en faveur de l'élimination du trafic d'espèces sauvages d'ici 2025. Pourtant, le plan d'action de 2022 adopté n'est qu'un simple document juridiquement non contraignant. Il s'agit en fait d'une feuille de route destinée à titre indicatif aux pays membres. Donc, selon le pledge et ce que souhaitent les ONG, il serait donc important que les nouveaux députés européens travaillent sous la forme d'un plan d'action davantage strict avec des mesures qui sont mesurables afin de lutter contre le trafic des animaux sauvages. Aussi, concernant la liste positive, si à ce jour une dizaine de pays de l'Union européenne ont déjà instauré le principe de la liste positive dans leur réglementation, un système européen, une directive d'harmonisation finalement, est toutefois nécessaire pour garantir le bien-être des animaux dans l'ensemble de l'Union européenne, qui seraient ainsi commercialisés sur le marché européen ou détenus en captivité. Le deuxième point aujourd'hui qui nous intéresse dans le pledge, c'est protéger et valoriser les animaux sauvages, et je vais illustrer ce point avec le dossier des loups. Donc depuis plusieurs mois, la protection du loup est mise en danger sous la forte pression de la France, soutenue par quelques pays membres, qui entendent affaiblir le statut de conservation de l'espèce qui est aujourd'hui protégée, afin de faciliter le recours au tir d'abattage. En décembre 2022, la Commission européenne a proposé le déclassement du loup, allant ainsi à l'encontre de l'avis scientifique relatif à la conservation des espèces, les études d'opinion et ses propres conclusions concernant l'inefficacité des politiques d'abattage du loup, en particulier les politiques d'abattage pratiquées en France. L'une des mesures du manifeste vise à donc protéger et valoriser les animaux sauvages, comme je l'ai dit, notamment en développant une coexistence harmonieuse avec les animaux sauvages et en assurant la conservation des espèces les plus vulnérables. Elle fait directement référence à ce type de problématique qui peut apparaître sur la scène européenne lorsque certains États membres portent une ambition plus ou moins forte sur la protection de la biodiversité ou entendent remettre en question des réglementations protectrices de l'environnement et des espèces sauvages, notamment sous l'influence de forts lobbies, ici la chasse ou l'agriculture. Donc, c'en est fini pour moi, et je passe la parole à Lorraine Jacquet de la Fondation Brigitte Bardot. Bonjour à toutes et à tous. Donc Lorraine Jacquet, je suis responsable campagne et plaidoyer pour la Fondation Brigitte Bardot. Je vais conclure sur les différentes mesures qui sont portées par notre manifeste avec la question de la protection des animaux destinés à l'expérimentation animale, puisque c'est également un sujet qui devrait être abordé sur la scène européenne avec l'attente de feuilles de route claires sur la réduction, mais surtout la fin de l'utilisation des animaux dans la recherche et dans les évaluations de sécurité des produits chimiques. Et également avec la question de l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure et des produits issus de l'élevage d'animaux à fourrure, puisqu'UNICE a recueilli plus d'1,5 million 500 000 signatures à travers l'Union européenne en 2023. Et donc, c'est un sujet qui sera également sur la table des discussions une fois que l'EFSA aura rendu, normalement en mars 2025, un avis sur le bien-être des animaux élevés pour leur fourrure, un avis qui a été commandé par la Commission européenne. Donc, comme on vient de le voir, la prochaine mandature sera jalonnée de différentes discussions sur la protection des animaux avec donc différents enjeux politiques, économiques, écologiques, tout aussi importants les uns que les autres. Et donc, l'engagement des candidats et des listes pendant cette campagne électorale n'est pas simplement symbolique, mais réellement, il révèle un engagement à agir de façon effective pour les animaux dans le cadre d'un agenda concret lorsqu'ils seront élus au Parlement européen. Donc, je vais en venir à la question de l'analyse politique des différents engagements. J'étais là en train de vérifier ma boîte email puisqu'on attend, comme le disait Melvin, l'engagement signé de la liste Besoin d'Europe Renaissance. Malheureusement,
on n'a toujours pas reçu, donc on va être sur une analyse où on va donner peut-être des indications sur justement les engagements qui nous ont été présentés, mais on ne pourra pas totalement inclure cette liste dans les engagements formels. Donc à ce jour, on est donc sur 8 listes complètes engagées partiellement ou intégralement sur notre manifeste et quelques candidats à titre individuel. Ça représente donc 655 candidats engagés sur le manifeste engagement animaux, avec donc, comme on l'a prévu dans le cadre de notre campagne, la possibilité soit pour la tête de liste de s'engager pour toute la liste, ou alors pour des candidats de s'engager individuellement. Dans le contexte actuel, on avait, fortement marqué par la crise agricole, on avait la crainte justement qu'il y ait un certain désengagement de certains partis amis sur la question animale, notamment face à la forte désinformation sur la question de la compatibilité entre la souveraineté alimentaire et les modèles d'élevage plus vertueux et plus durables. On l'a vu notamment avec les discours et prises de position, notamment la semaine dernière sur le PLOA, avec beaucoup d'informations erronées. Donc, effectivement, on pouvait craindre que la cristallisation des positions et le coup de frein actuel sur les avancées nationales sur le bien-être animal puisse aussi se ressentir dans le cadre de la campagne et qu'on ait peut-être des ambitions moindres de la part de certains partis qui pourtant sont généralement assez moteurs sur cette question-là. C'est une crainte qui ne s'est pas entièrement confirmée et on en est très heureux puisque dans le cadre de ces élections, on a constaté un regain d'engagement des partis amis avec une forte mobilisation et une mobilisation très claire de la part des écologistes, du parti animaliste évidemment, de la France insoumise et avec une bonne surprise, celle de l'engagement ferme également du Parti socialiste qui est donc à la hauteur des enjeux européens en la matière. En 2019, concernant le Parti socialiste, 14 candidats, donc Place Publique, PS, Nouvelle Donne, avaient affiché un soutien aux questions de protection animale. Et désormais, donc, ce sont 81 candidats de la liste qui prennent une position favorable sur 94% de nos demandes. Donc réellement, là, on voit qu'on a un engagement en tout cas plus fort et c'est très positif. Sur l'ensemble de ces partis amis, on a donc un engagement qui est à hauteur au moins de 31 mesures sur les 33 engagements qui étaient proposés. Et donc, on peut considérer que ces partis pérennisent leur intérêt concernant la protection des animaux et donc un engagement à agir en ce sens lors de la prochaine mandature. Côté Renaissance, du coup, malgré un bilan gouvernemental qui aurait pu être valorisé par des engagements sur la scène européenne, on voit que dans le programme de la liste Besoins d'Europe, il y a peu d'engagements, avec quelques mesures sur la question de la protection des animaux de compagnie, mais rien sur les animaux d'élevage. On a eu plusieurs échanges avec l'équipe de campagne et récemment, donc hier en l'occurrence, on nous a présenté normalement une promesse d'engagement sur un certain nombre de mesures de notre manifeste, à savoir 24 mesures sur 33, ce qui est très encourageant. On attend donc la version finalisée par la tête de liste qui du coup s'engagerait pour l'ensemble des 81 candidats de la liste. Parmi les engagements qui nous ont été présentés, donc promesses d'engagement, hein, je tiens à le dire, notamment l'engagement d'améliorer les normes de bien-être des animaux d'élevage, y compris les animaux aquatiques, avec donc les conditions d'élevage, mais également conditions de transport. Également l'engagement d'agir pour l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure. Également l'engagement d'adopter une liste positive européenne pour la détention des animaux de compagnie et d'agir contre le trafic d'espèces sauvages, mais également d'œuvrer pour une meilleure protection des animaux de compagnie. Donc, sur les aspects positifs de l'engagement, on voit là une valorisation aussi des actions qui ont été menées au niveau national. Par contre, on regrette que la liste Renaissance, en tout cas, ne souhaite a priori pas s'engager sur notamment la nécessaire sortie des systèmes d'élevage en cage et également soit frileuse à soutenir sur la scène européenne une politique alimentaire plus saine, durable et respectueuse du bien-être animal, notamment avec un soutien fort de la PAC à la transition des modes d'élevage et à la recherche d'alternatives aux produits de l'élevage. On s'inquiète avec ce type de prise de position d'un recul sur les engagements sur la question animale et également d'un alignement avec la droite sur certains sujets comme l'agriculture et qui pourrait conforter un petit peu le sentiment qu'on peut avoir au vu des débats et discussions sur le PLOA.
On regrette également, au vu des promesses d'engagement qui nous ont été présentées, que les politiques menées par le ministre de l'Agriculture actuellement en France et sur la scène européenne soient un peu reprises, notamment avec une forte position contre l'interdiction des exportations d'animaux vivants ou alors contre la protection du loup et donc pour potentiellement un déclassement de la protection du loup qui se retrouverait dans ce manque d'engagement de la liste besoins d'Europe sur ces questions-là. À l'inverse, en tout cas à l'inverse de Renaissance Civile s'engage et des partis plutôt de gauche, la droite et l'extrême droite semblent s'enfoncer dans un manque d'engagement sur la question animale. On a eu plusieurs échanges aussi bien avec l'équipe de campagne de François-Xavier Bellamy pour la liste des Républicains, également avec l'équipe de campagne de la liste Rassemblement National menée par Jordan Bardella. On a vu un certain intérêt de leur part sur certaines des mesures portées par le manifeste, avec soit un alignement sur certaines idées portées par ces partis, ou alors par simple intérêt, on va dire, sur les enjeux électoraux de la question animale. Mais pour l'instant, on n'a eu aucun retour malgré nos relances. Donc, on va dire qu'on pense que le sujet est assez clair pour ces partis. Lors des élections européennes de 2019, également une campagne de ce type-là avait été menée pour valoriser l'engagement des candidats. À l'époque, 1002 candidats sur l'Union européenne s'étaient engagés sur des mesures relatives à la protection des animaux, dont 288 engagements français. Sur ces 288, 15 eurodéputés avaient été élus, dont par exemple l'eurodéputé Pascal Durand, qui était sur la liste La République en marche. Concernant également l'enjeu peut-être électoral de la question animale, on voit que certains partis quand même y sont sensibles puisque dans certains des programmes, on voit des photos d'animaux qui ne sont pas forcément associés à des engagements sur l'amélioration du bien-être animal. On voit qu'il y a un certain opportunisme de communication sur ces questions-là et c'est un opportunisme qui se base sur effectivement une réalité quant à la sensibilité de l'opinion publique puisque d'après un sondage réalisé en janvier 2024 par l'IFOP, pour 52% des Français, les prises de position ou les mesures annoncées par un candidat ou un parti en faveur de la cause animale pourraient les inciter à voter pour sa liste aux élections européennes. Donc ensuite, sur l'opposition habituelle gauche-droite et qui est un peu confortée par les prises de position là sur notre manifeste, on identifie deux tendances dans le contexte, on va dire, crise agricole. D'un côté, on voit que le soutien des listes de gauche, qui sont donc devenues depuis quelques années réellement moteurs sur la condition animale, traduit une forte attente vis-à-vis de l'Union européenne sur la question, justement avec la reconnaissance de la responsabilité de l'Union européenne pour trouver des solutions à la crise agricole, mais également pour encadrer les règles de protection animale, garantir une concurrence saine sur le marché européen et donc maîtriser également une production qui réponde à des standards homogènes et collectivement définis avec un fort accompagnement du monde agricole. Donc, on voit que pour ces partis, malgré la crise agricole, la question du bien-être animal doit réellement être traitée et donc c'est vers l'Union européenne que les regards sont tournés. Et c'est d'ailleurs l'orientation qu'on perçoit également du gouvernement français, puisque lundi, en Conseil des ministres européens, la France a demandé, en tout cas a soutenu une demande de la Slovénie, mais a co-signé cette demande, qui était formulée à la Commission européenne de poursuivre les travaux pour la révision justement de la réglementation sur la protection des animaux en élevage. De l'autre côté, on voit que les partis de droite, au-delà du fait qu'ils s'abstiennent de s'engager sur la question de l'amélioration du bien-être animal, ils s'évertuent même à torpiller le pacte vert. Donc, ils ne vont pas forcément assumer publiquement d'aller à l'encontre du bien-être animal. Mais par contre, ils proposent de supprimer le seul levier qui aujourd'hui permettrait de mettre en conformité la réglementation avec les avancées scientifiques et les nouveaux enjeux écologiques et éthiques. Donc, l'absence de soutien et d'ambition sur ces sujets-là, il n'est pas nouveau. C'est le reflet d'une politique profondément anti-progressiste sur la question animale qui d'ailleurs également se traduit par des votes qui sont systématiquement à l'encontre
des mesures visant à améliorer le bien-être animal. C'est ce que révélait en 2023 une étude qui a été menée par CIWF sur 10 000 votes depuis 2019, dont des votes d'élus français. Sur la question peut-être justement du clivage gauche-droite, il se confirme également à l'échelle européenne, puisque donc, cette campagne Engagement Animaux, elle rentre dans le cadre d'une campagne européenne qui est menée dans les 27 États membres. Et donc actuellement, on a 1242 candidats qui se sont engagés sur les 27 États membres, et le clivage gauche-droite se confirme également avec un fort engagement des listes de gauche. Par contre, on peut souligner que dans la plupart des autres États membres, à part donc l'Italie et la France, où on a pris la décision de permettre un engagement partiel sur le manifeste, dans tous les autres pays, c'est un engagement total sur l'ensemble des mesures. Et on voit que certains partis, notamment des candidats du Parti populaire européen, donc PPE, et de Renew, s'engagent sur l'ensemble du manifeste. Donc on peut d'autant plus s'interroger qu'en France, ces partis politiques puissent bloquer alors qu'on leur propose un engagement intermédiaire avec seulement la sélection des mesures qui les intéressent. Voilà, donc je vais conclure là-dessus et je laisse donc la parole à Louis Schweitzer. Merci. Alors, c'est Louis Schweitzer, je suis donc président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Je parlerai brièvement pour laisser un peu de temps aux questions. Premier point, il y a évidemment un décalage entre l'opinion et les organisations politiques. Il faut rappeler qu'en termes d'opinion, 92% des Français estiment que le bien-être des animaux d'élevage doit être amélioré, 94% sont pour supprimer les cages, et les Français sont plus engagés sur le bien-être animal que les Européens, alors que la France, jusqu'à présent, a été moins engagée. Deuxième point qui a été souligné, c'est que, alors que l'opinion est unanime, donc sans clivage gauche-droite, on constate pour les organisations politiques qu'il y a un clivage gauche-droite, avec l'exception du PCF qui a refusé de signer tout engagement. Cela dit, moi, je vois des signes qui permettent de penser que ce décalage entre l'opinion et les organisations politiques se résorbe. Et l'engagement, pour la première fois, de la liste Renaissance en faveur du progrès du bien-être animal, même s'il n'est pas complet, est un signe important qu'il faut saluer. Je voudrais souligner enfin qu'il ne faut pas renvoyer à l'Europe le progrès du bien-être animal. En effet, beaucoup de mesures sont possibles au niveau national. Je prends quelques exemples: l'aide aux éleveurs pour améliorer le bien-être animal, la possibilité d'étiqueter sur le bien-être animal, les progrès en matière de remplacement de l'expérimentation animale par des expérimentations qui ne mettent pas en cause la vie et la santé des animaux, l'action en faveur de la biodiversité. Enfin, je voudrais souligner que si la liste Renaissance s'engage, il est important aussi au niveau européen que les ministres qui appartiennent à la même organisation soutiennent le même engagement. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas uniquement un engagement des députés d'un parti pour agir dans le Parlement, mais aussi un engagement de ces partis quand ce sont des partis de gouvernement comme Renaissance. Voilà ce que je voulais souligner très brièvement pour laisser du temps aux questions. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les intervenants. Du coup, on va prendre les questions. Si vous voulez bien peut-être lever la main et quand vous intervenez, indiquer votre nom et votre média. Et de la même manière, les associations qui souhaitent répondre aux questions, si vous pouvez lever la main, ça sera plus pratique. Alors, je ne vois pas de main levée. Alors, je vois pas comment on lève la Ah oui, main. vas-y, Sarah, vas-y.
Et on n'a pas eu vraiment les 8 listes, enfin il me semble, hein, puisque les interventions étaient rapides, on n'a peut-être pas eu tout le temps de noter. Est-ce qu'on peut Ah, avoir alors attends, je vais les remettre, je vais les remettre. Est-ce que tu peux juste donner ton nom et ton média? Sarah Finger pour Libération? Super. Tu avais une autre question ou... Oui, est-ce qu'on aura tous les chiffres qui ont été donnés durant les différentes interventions par mail? Euh, Tout à fait. Enfin, de toute façon, alors, on va envoyer un CP, hein, avec le replay de la conférence de presse pour les journalistes qui auraient loupé la conférence. D'accord. Euh, et on peut aussi envoyer du coup le PowerPoint, hein, avec les chiffres qu'ils ont donnés dedans. Euh, voilà. Ah, super. Merci. Alors, on a une question de Valérie Dufaux de la Dépêche Vétérinaire qui demande: est-ce que dans les autres pays de l'UE, les partis de gauche soutiennent, comme en France, l'abattage rituel? Est-ce que Non. peut-être que Frédéric, tu veux répondre à cette question? Je répondrai à la question, mais je n'ai pas la réponse. Je n'en sais absolument pas. Donc, sur ce sujet, quand on ne sait pas, on dit rien. Voilà, donc je ne dis rien. Est-ce que sur le fait que les partis de gauche en France soutiennent l'abattage rituel, est-ce que tu veux peut-être enfin, clarifier ça, ou je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait exact? Non. Si je peux intervenir, hein, Louis Schweitzer, Allez-y, bien les sûr. partis de gauche ne soutiennent pas l'abattage rituel. Ils considèrent que l'interdiction de l'abattage rituel ne résout pas le problème s'il a pour effet que les animaux concernés sont abattus dans d'autres pays et quelquefois même dans d'autres continents dans des conditions encore plus mauvaises. Et que le sujet majeur est que les religions acceptent des techniques qui réduisent ou suppriment la douleur spécifique des animaux soumis à cet abattage, c'est-à-dire soit des insensibilisations avant, réversibles, soit des mesures immédiatement prises après l'égorgement. Donc il s'agit, dans tous les cas, il y a consensus pour éviter la douleur des animaux, mais il y a sans doute des voies plus efficaces que l'interdiction sur certains territoires. Lorraine, tu as levé la main, vas-y. Oui, c'était juste pour apporter alors une précision. Je ne sais pas si la question portait sur justement le niveau d'engagement des candidats de partis de gauche, mais juste par rapport à la comptabilisation, comme je le disais dans l'intervention, sur la campagne, à part en Italie et en France, l'engagement portait sur l'ensemble du manifeste, dont la mesure visant justement à faire interdire les pratiques cruelles d'abattage, qui intègre également donc l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, et sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, de la part de pays de la gauche, de partis de gauche, on a 197 engagements actuellement. Donc ça veut dire que de partis de gauche, des candidats de partis de gauche, 197 se sont engagés sur l'ensemble des mesures, dont cette mesure-là. Concernant les Verts, on a 186 engagements au sein de l'Union européenne, donc 186 candidats qui s'engagent notamment à cette interdiction, à soutenir cette interdiction. Enfin voilà, on a la possibilité de comptabiliser en tout cas de cette façon-là par rapport aux engagements qui ont été pris dans le cadre de la campagne par des candidats donc de partis de gauche. Est-ce Oui, qu'on a d'autres questions? juste Ah, je pour précise par rapport à la question de Sarah Finger, si vous voulez retrouver l'ensemble des engagements et le détail des engagements de chaque liste, donc bien sûr, vous avez tout ça sur le site engagement-animaux.fr. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sur la corrida, il y a quelque chose qui apparaît dans le dossier? C'est toujours Sarah de Oui, Libé? Oui. oui.
Non, alors sur la corrida n'étant pas une compétence européenne, il y a rien dans ce manifeste sur cette question-là. Bonjour, Mathilde Girard pour Le Monde. Désolée, j'ai pas trouvé non plus, j'ai pas le bouton pour lever la main, donc je prends directement la parole. J'avais une question pour Frédéric Freund de l'OABA, parce que du coup, sur le sujet de l'abattage sans étourdissement par rapport aux techniques dont vous avez parlé, qui pourraient être mises en place pour avoir un abattage conforme à certains rythmes et néanmoins qui diminuent les souffrances. Est-ce que ces techniques un peu alternatives, elles sont déjà pratiquées dans certains pays, validées avec des autorités religieuses? Quel est un peu l'avancement de ces techniques alternatives? Alors oui, on a quelques pays où on a un étourdissement qui se fait préalablement à la saignée, principalement sur les petits ruminants. On a aussi certains pays, notamment l'Autriche, où on a un soulagement qui est fait, donc un étourdissement juste après l'égorgement. Et d'ailleurs, méthode qui a été validée par les cultes israélites en Autriche. Donc là aussi, une lecture, on va dire, différente d'un pays à l'autre. Après, la grosse difficulté technique que nous rencontrons, c'est l'étourdissement préalable des bovins qui soit compatible avec les exigences des cultes, c'est-à-dire un étourdissement réversible. Aujourd'hui, sur les gros bovins, c'est le pistolet d'abattage et on sait que ce n'est pas réversible. Il y a en revanche une technique qui est en cours d'études à l'EFSA et qui donne pour le moment visiblement de bons résultats, notamment en Australie, c'est le DTS. Donc, je pourrais éventuellement mettre sur le lien. Grosso modo, on va dire, pour faire très simple, ce sont des ondes qui sont envoyées dans la tête de l'animal, qui augmentent la température du cerveau et qui entraînent une syncope. Et alors plus ou moins longue en fonction, bien évidemment, de l'intensité des ondes, mais technique qui est bien réversible et surtout qui a l'extrême avantage de ne pas laisser de traces sur le corps de l'animal, ce qui là aussi est une exigence des cultes. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté pour qu'on puisse pratiquer un étourdissement réversible sur les petits ruminants. Ça, c'est l'électronarcose et ça a déjà été scientifiquement prouvé et démontré. Et la difficulté que nous rencontrons, c'est sur les bovins, mais avec cette nouvelle technique du DTS, on a bon espoir que d'ici quelques années, l'obstacle soit levé. Lorraine, tu as levé la main? Mais je voulais juste faire part du fait que je viens de recevoir l'engagement de Valérie Ayé-Signé. Voilà, donc finalement, c'est avant le gong final, ce qui est plutôt positif. Donc, ce qui a été présenté vaut, je vérifiais juste les engagements qui ont été signés. Et par rapport à ce qui nous a été présenté hier, un a été décoché et deux ont été cochés qui n'étaient pas cochés hier, notamment sur la question de la protection des animaux pendant le transport, où l'engagement final est moindre par rapport à ce qui nous avait été présenté. Mais voilà, en tout cas, la tête de liste s'engage pour toute la liste, c'est bien signé en tant que tel. Et donc, le PDF de sa signature et des engagements signés avec quelques précisions, puisqu'ils ont fait le choix aussi d'apporter des petits éléments de précision sur certains engagements, sera en ligne sur le site. Alors, c'est l'équipe de Melvin qui s'occupe de ça, mais donc, je pense Ce sera aujourd'hui en ligne, ouais. Mm. voilà, en tout cas, j'espère que du coup, toutes les personnes qui étaient là, les journalistes qui étaient là, sont encore là pour avoir cette information. Mais donc voilà, c'est plutôt positif, c'est qu'on a l'engagement signé. Voilà. Et pardon, si je peux me permettre, j'ai encore une autre question un peu plus générale. Parce que du coup, vous avez bien détaillé les différentes demandes que vous formulez dans ce manifeste. Mais selon vous, quels seraient les sujets qui ont le plus de chances d'être portés dans les années à venir
au niveau européen. Alors, enfin, vous avez évoqué le règlement sur les transports qui est déjà un peu en cours, le chantier est déjà un peu plus avancé, mais sur les autres aspects, est-ce que vous vous dites qu'il y a quand même des signaux positifs sur telle ou telle avancée et du coup, sur quels seraient ces sujets un peu sur lesquels vous avez bon espoir que vraiment ça bouge? Qui vient de répondre par rapport à ça? Oui, Lorraine, vas-y. Ah, on t'entend pas, Lorraine. J'ai beaucoup parlé, donc si quelqu'un se dévoue, je laisse, c'est juste pour pas qu'il y ait de blanc. Donc Agathe, Je je te vois qu'il y laisse a, parler je Non, vois bah, qu'il y a peut-être. écoute, Agathe qui a levé la main, ouais. oui, mais moi, ce serait plus sur les animaux d'élevage et vas-y pour une analyse plus globale. Peut-être parle des animaux d'élevage et puis je compléterai. Je pense qu'il y a, Louis Schweitzer, je pense qu'il y a des pistes de progrès sur des sujets, soit où l'Europe a déjà agi, je pense par exemple à l'expérimentation animale, je pense qu'on aura des progrès pour réduire les obligations de recourir à des expérimentations animales à des fins réglementaires. On est prêt, ça ne pose pas de problème. Là, il y a des champs. Je pense que sur le trafic d'animaux sauvages, il y aura des progrès. Et sur la défense de la biodiversité, je pense qu'on en aura dans le prochain mandat. Sur les animaux de compagnie, je pense aussi qu'il y aura des progrès. Le sujet le plus difficile est l'élevage pour des raisons économiques évidentes qui font que c'est un domaine où il y a une compétition économique entre États européens et qu'il est beaucoup plus difficile d'arriver à un consensus européen. Donc je pense qu'il y a des domaines, mais plutôt hors élevage, sauf les transports, bien sûr. Nous verrons des progrès. Merci, Louis. Agathe, tu veux compléter? Oui, une précision sur, enfin une précision. C'est difficile à dire parce qu'on a eu un gros revers avec la crise agricole qui fait des reculs importants. Mais on a quand même dans les pays des avancées fortes, y compris de la part des professionnels, des filières, sur la question de la cage. Et il semble difficile d'imaginer un retour en arrière. De cet enjeu-là, notamment avec l'initiative citoyenne européenne. Par contre, le délai et le temps que ça va prendre, ça reste encore assez d'inconnu, mais il est difficile d'imaginer un retour en arrière sur ce sujet-là. Et on pense quand même qu'on aura d'ici 5 ans, enfin, on espère fortement évidemment, mais on pense qu'on peut estimer l'Europe mûre pour avancer sur ce sujet en particulier. Nikita, tu voulais intervenir? Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qu'ont dit Agathe et Louis Schweitzer. Simplement, donc effectivement, le transport, on espère pouvoir avoir des avancées là-dessus. Sur les autres sujets autres que l'élevage, il y a quand même le règlement la proposition de règlement de la Commission européenne sur le bien-être et la traçabilité des chiens et des chats qui devrait être examinée par le Parlement européen très bientôt. Donc, a priori, ce sera vraiment un des domaines dans lesquels on pourra obtenir une avancée. La plupart du temps, c'est quand même des sujets, les animaux de compagnie, où on arrive à avoir plus alors si ce n'est un consensus, mais en tout cas plus de voix qui vont dans le bon sens pour essayer d'obtenir des avancées. Dans ce domaine-là, la France, elle est quand même plutôt avancée. On a des dispositions qui sont très bonnes par rapport à la plupart de nos voisins européens. Donc la France devrait soutenir en tout cas la plupart des propositions de la Commission, peut-être même aller plus loin. Donc je pense que à ce niveau-là, clairement, on peut avoir des avancées. Après, il y a la question de la fourrure qui devrait peut-être arriver sur la table. Potentiellement, la question aussi de la liste positive sur les animaux de compagnie non domestiques. Qui pourrait faire l'objet de discussions au niveau européen. En tout cas, on l'espère et on espère aussi que la France soutiendra cette mesure puisqu'elle a déjà adopté cette disposition. Super, merci. On a encore le temps pour une question, voire deux d'ailleurs. Je ne sais pas si... est-ce qu'on a encore des journalistes avec nous? Oui, on a encore à peu près tout le monde. Ouais.
Non, pas de questions? Est-ce qu'une ONG veut peut-être, en attendant de voir s'il y a une dernière question qui pointe le bout de son nez, veut rajouter quelque chose? Non, peut-être juste un mot Oui. pour remercier à nouveau les journalistes qui sont parmi nous, parce que pour faire comprendre l'opinion aux organisations politiques, rien ne vaut la presse. Et que si la presse reprend ces sujets, je pense que ce sera un facteur de progrès pour les organisations politiques. Super. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer sur ces belles paroles. Rapidement, donc, l'engagement de la liste Renaissance sera en ligne en début d'après-midi au plus tard. On vous envoie un CP avec le replay de cette conférence de presse, donc vous pourrez retrouver les chiffres, les slides, etc. Euh, et n'hésitez pas du coup à écrire donc à l'adresse média@engagementanimaux.fr que vous avez eu avec l'invitation. Merci à toutes et tous. Merci aux journalistes présents. Merci aux intervenants et aux intervenantes. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.